0. Ils régnaient sur les rues par la peur, mais ne pouvaient pas utiliser un téléphone sans appeler eux-mêmes le 911. Ce n'est pas la mafia que vous avez vue dans les films. C'est la réalité brute et ridicule qu'ils espéraient que vous ne découvririez jamais. Des mafieux arrêtés à cause d'envie de pâtisserie, de déguisements ratés et d'une chaîne de cuisine sur YouTube? Oui, c'est aussi bête que ça. Vous êtes sur le point d'assister aux moments les plus embarrassants et stupides de l'histoire de la mafia. Et une fois que vous l'aurez fait, le mythe du génie du crime ne sera plus jamais le même. 1. Nous avons tous connu ce moment de pure panique. L'appel accidentel depuis sa poche à un ex, à son patron, à sa mère. Mais un mafieux de bas étage du New Jersey a décidé de faire passer ce jeu au niveau professionnel. Ce type a accidentellement appelé le 911 depuis sa poche alors que lui et son équipe discutaient nonchalamment de leur entreprise criminelle, y compris, vous savez, de la planification d'un meurtre ou deux. Il n'a pas seulement appelé les flics. Il leur a offert une place au premier rang pour un podcast en direct intitulé « Comment être un criminel exécrable ». Il faut imaginer l'opérateur du 911 le mettant sur haut-parleur pour tout le bureau en mode « Vous devez entendre ça, Brenda prépare du popcorn ». Ce type a inventé à lui seul le concept de l'autodénonciation. Il a fourni le mobile, les moyens et les aveux complets, le tout soigneusement emballé dans un seul appel téléphonique accidentel. Il était le mouchard et son téléphone était l'informateur, ce qui en a fait l'enquête policière la plus facile de l'histoire de l'humanité. 2. Être un mafieux de haut rang sous la surveillance du FBI exige un certain niveau de finesse et de subtilité. Anthony Tony Boy. Zinzi avait la subtilité d'un rallye de monster truck dans une bibliothèque. Alors que les fédéraux surveillaient chacun de ses mouvements, Tony Boy a eu une envie de divertissement de qualité. Il est donc entré nonchalamment dans un magasin et a volé un DVD à l'étalage. Le film pour lequel il a risqué sa liberté? Les Affranchis. Prenez un instant pour y penser. C'est comme un requin qui se ferait arrêter pour avoir volé le film Les Dents de la Mer. Les agents du FBI devaient m'en pleurer de rire dans leur camionnette de surveillance. Il a risqué des décennies en prison fédérale pour un disque à 10 $. L'univers a un étrange sens de l'humour, mais là, c'était une chute de blague livrée directement aux forces de l'ordre. Un mafieux, surveillé par les flics, a volé un film sur les mafieux. On ne peut pas écrire une comédie aussi parfaite. 3. Un bon déguisement devrait vous faire fondre dans la masse, vous rendre invisible. Le déguisement de Salvatore, Sammy le cheval, galante, le faisait ressortir comme un Sasquatch à une exposition canine. Pour tenter de semer une filature de la police, Sammy le cheval a enfilé une perruque de femme et une jolie robe à fleurs. Un plan solide, à quelques détails près. Sammy mesurait 1,91 m, pesait 130 kg et arborait une moustache qui ressemblait à 2 écureuils se battant sur sa lèvre supérieure. Il ressemblait moins à une femme discrète qu'à un secondeur de football américain qui aurait perdu un pari. La seule chose qu'il devait changer, la moustache, il l'a gardée. Les flics ne l'ont pas seulement repéré, il est devenu un point de repère local. Ils ont probablement commencé à donner des indications en se basant sur lui. Ouais, tournez à gauche au niveau du type géant et poilu en robe d'été. Si vous tombez sur le gars qui ressemble à un ours confus en travesti, vous êtes allé trop loin. 4. Dans ce qui ressemble à un scénario rejeté pour un épisode des Looney Tunes, un mafieux nommé Vincenzo Curri, dont le surnom était Vinny le Poisson, a décidé de braquer une poissonnerie. Il est entré, essayant d'avoir l'air dur et menaçant, l'arme sortie, prêt à jouer les gros durs. Et puis, parce que l'univers adore l'ironie, il a immédiatement glissé sur le sol mouillé, parce que, eh bien, c'est une poissonnerie. Il est tombé avec la grâce d'une boule de bowling sur de la glace, son arme dérapant dans un tas de crevettes. Avant même qu'il ne puisse dire « Mamma mia », les poissonniers qu'il essayait de voler se sont jetés sur lui et l'ont ligoté. Il n'a pas été maîtrisé par une équipe du SWAT. Il a été neutralisé par une bande de types en tablier qui sentaient légèrement le saumon. Sa propre image de marque l'a trahi de la manière la plus hilarante possible. 5. Un tueur à gages de la famille Colombo était fin prêt pour un assassinat professionnel et discret. Il avait la cible, le lieu, la voiture pour s'enfuir. C'était un vrai pro, sauf pour un petit détail crucial de sa séance de shopping.
Quand le moment est venu de visser le silencieux sur son pistolet pour ce classique pft, pft de cinéma, il a découvert que les filetages ne correspondaient pas. Il avait acheté le mauvais modèle. C'est l'équivalent dans le crime organisé de se présenter pour monter une étagère IKEA avec un tournevis cruciforme alors qu'il vous faut une clé Allen. Imaginez la frustration pure et silencieuse de ce moment. Vous êtes remonté à bloc, vous êtes prêt pour du sale boulot et vous êtes contrecarré par un mauvais design de produit. Il a dû annuler un contrat mafieux à cause d'un problème de compatibilité de matériel. Quelle est la prochaine étape? Annuler une extorsion parce que votre Wi-Fi est en panne. 6. Si vous êtes un fugitif recherché, votre liste de choses à faire devrait être assez courte. Numéro 1. Ne pas se faire attraper. Ce qui ne devrait pas figurer sur cette liste, mettre à jour son statut Facebook toutes les 10 minutes. Un mafioso italien en fuite depuis des années n'a tout simplement pas pu résister à l'attrait irrésistible de la popularité sur les réseaux sociaux. Son désir de « j'aime » était apparemment plus fort que son désir de liberté. Il postait des photos de nourriture depuis sa cachette, des selfies de vacances, probablement même des citations inspirantes sur un coucher de soleil. Il créait en gros un fil d'Ariane numérique jusqu'à sa porte d'entrée, avec les hashtags « vie de fugitif »,« Ziats béni ». La police n'a pas eu besoin d'une unité de surveillance high-tech. Elle a juste eu besoin d'un stagiaire avec un compte Facebook. Il n'a pas été déjoué par un gang rival. Il a été arrêté parce qu'il était trop en quête de j'aime. 7. Chaque famille a ce parent qui devient une légende pour toutes les mauvaises raisons. Pour la mafia de Philadelphie, c'était Salvatore Chucky Merlino. Après ce que nous ne pouvons que supposer être une quantité légendaire d'alcool, Chucky a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Mais il ne zigzaguait pas dans une Lincoln Continental. Non, ce génie absolu a été arrêté alors qu'il conduisait une tondeuse à gazon, sur une autoroute publique. C'est le summum de l'énergie du type « Tiens ma bière et regarde ça ». Il traitait un John Deere comme si c'était une Harley Davidson, avançant péniblement sur la voie lente pendant que des semi-remorques le dépassaient à toute vitesse. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un appel à l'aide qui sentait le whisky bon marché et l'herbe fraîchement coupée. Vous savez que vous avez fait de mauvais choix de vie lorsque votre véhicule de fuite a une vitesse maximale de 8 km/h et que sa fonction principale est de tondre votre pelouse. 8. Quand vous travaillez pour un type nommé Tony la fourmi Spilotro, on s'attend à ce que vous soyez intimidant. Le déguisement de Frank Culotta pour un braquage était d'une nullité intimidante. Son plan brillant pour cacher son identité consistait en une fausse moustache qui semblait perdre ses poils et une perruque qui ressemblait à un animal mort trouvé sur la route. C'était si manifestement affreux, si ridiculement peu soigné, qu'un témoin l'a immédiatement identifié, probablement parce qu'il s'est dit « Qui d'autre porterait un déguisement aussi stupide ?» C'était moins un masque qu'un cotillon de fête. Il aurait tout aussi bien pu porter un t-shirt disant « Je ne suis absolument pas Frank Culotta, veuillez ignorer mon visage ». Le déguisement lui-même était un plus grand crime que le braquage qu'il tentait de commettre. Il n'était pas un maître du déguisement. Il était un maître du désastre. 9. Quand vous entendez « mafieux en activité », vous imaginez probablement un gars dans la force de l'âge, plein de vigueur et de menaces. Vous n'imaginez pas un grand-père qui a besoin d'une sieste en plein milieu d'une journée de travail. Mais voici John, Sonny, Frances, qui, au bel âge de 93 ans, était techniquement toujours en poste en tant que sous-chef. Son dernier grand acte de banditisme a été de tenter d'extorquer un club de striptease de New York. Mais au milieu de l'énoncé de la loi, Sonny a fait ce que n'importe quelle personne de 93 ans ferait après une longue journée. Il s'est endormi. Juste là, en pleine extorsion. Les gars qui l'essayaient d'intimider ont dû être incroyablement confus. Sommes-nous censés avoir peur? Devrions-nous lui trouver une couverture? C'est la démonstration de force la moins intimidante de l'histoire du crime organisé. Ce n'était pas une sieste éclair. C'était un roupillon de fin de carrière qui a directement conduit le FBI à utiliser l'enregistrement de ses ronflements comme preuve dans sa condamnation finale. 10. À l'âge d'or de la télé-réalité, il semblait que tout le monde voulait sa propre émission. Une chance d'avoir son quart d'heure de gloire. Même, apparemment,
les types qui sont censés vivre toute leur vie dans l'ombre. Louis Big Lou Valario, un mafioso pur et dur, a décidé qu'il était prêt pour son gros plan et a auditionné pour un pilote sur le style de vie de la mafia. Pour prouver son authenticité et sa crédibilité de la rue aux producteurs, il leur a en gros donné une masterclass sur les secrets de la mafia, vendant des mèches qui étaient hermétiquement scellées depuis des décennies. L'émission, comme on pouvait s'y attendre, a été un flop spectaculaire et n'a même jamais été diffusée. Mais l'épisode pilote? Oh, il a trouvé un public très dévoué et très attentif au FBI. Ils ont mis la main sur les images et les ont utilisées pour monter un dossier en béton contre lui. Il a échangé le code sacré du silence contre une chance de devenir le prochain Snooki et a fini par obtenir un contrat à long terme, tout compris, avec le système pénitentiaire fédéral. 11. Lorsque vous êtes un chef de haut rang de la Camorra et que vous êtes en fuite de tout l'État italien, votre liste de priorités devrait être assez simple. Rester caché, ne pas se faire prendre, rester en vie. Mais pour un chef, Ferdinando Cyrano, il y avait une troisième priorité, bien plus pressante: maintenir un bronzage d'enfer toute l'année. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus recherchés d'Italie, Cyrano ne pouvait tout simplement pas renoncer à ses visites régulières à son salon de bronzage préféré. Sa vanité était littéralement son talon d'Achille. La police, connaissant son obsession pathologique pour ressembler à un dieu bronzé, n'a pas eu besoin de lancer une chasse à l'homme national. Ils ont juste eu à surveiller l'endroit avec les meilleurs lits UV de Naples. Vous pouvez l'imaginer, allongé là, béat, pensant à son empire criminel, tandis que les flics attendent dehors pour arrêter son être parfaitement hydraté et doré. Il a choisi la beauté plutôt que la liberté, une décision à la fois tragique et hystériquement stupide. 12. Le programme de protection des témoins a une règle très simple et non négociable. Vous dites au gouvernement tout ce que vous savez, chaque petit secret sale, et en retour, vous obtenez une nouvelle vie en tant que gérant de Cinnabon au Nebraska. Frank Salem, un puissant chef de la mafia de Boston, semble avoir manqué la partie « Dites-nous absolument tout ou le marché est annulé » du contrat. Après être entré dans le programme et avoir commencé sa nouvelle vie, les autorités ont découvert qu'il avait commodément oublié de mentionner un petit détail insignifiant de son passé. Le fait qu'il avait personnellement étranglé un propriétaire de boîte de nuit à mort. Ce n'est pas comme oublier où vous avez laissé vos clés. C'est comme oublier une saison entière d'une série télévisée où vous étiez le personnage principal et l'intrigue était un meurtre. Confronté, on peut presque l'entendre dire « Oh, ce meurtre, toutes mes excuses, ça m'était complètement sorti de la tête. » Sans surprise, les fédéraux ont immédiatement révoqué sa carte de sortie de prison gratuite. 13. Pour certaines personnes, la mode c'est la vie. Pour un tueur à gages de Philadelphie, la mode a été littéralement une condamnation à perpétuité. Après un contrat mafieux, la police avait très peu d'éléments. Pas de témoins qui parleraient, pas d'empreintes digitales, juste quelques images de surveillance granuleuse. Mais sur ces images, ils ont vu les pieds du tueur, et ses pieds arboraient une paire de baskets uniques, ridiculement chères et haut de gamme. Son goût impeccable en matière de chaussures est devenu sa perte. Les fédéraux n'avaient pas besoin de traquer un criminel chevronné. Ils avaient juste besoin de trouver le seul gars de Philadelphie avec une habitude de basket à 1 000 $ et une affiliation connue au crime organisé. Il est littéralement entré dans une peine à perpétuité parce qu'il n'a pas pu se résoudre à porter une paire de chaussures bon marché et intraçables pour un meurtre. Son style était si bruyant qu'il criait « C'est moi le tueur !» plus fort que n'importe quel témoin oculaire n'aurait pu le faire. Sa déclaration de mode est devenue la plaidoirie finale du procureur. 14. Alors que la mafia entrait à contre-cœur dans l'ère numérique, on pourrait penser qu'ils essaieraient au moins de prendre la cybersécurité au sérieux. Un certain capitaine de la famille du crime Bonanno n'a pas reçu le mémo. Il conservait tous ses dossiers financiers sensibles. On parle de rackets illégaux, de paiements d'extorsion, de tout le grand livre illégal, dans un unique fichier informatique protégé par un mot de passe. Lorsque le FBI l'a arrêté et a saisi son ordinateur, ils se sont heurtés à un mur numérique. Le capitaine, sous une pression immense, ne se souvenait plus du mot de passe.
Il devait transpirer, essayant de se rappeler l'anniversaire de sa fille ou son cheval préféré. Au bout d'un moment, les techniciens du FBI, probablement par pur ennui, ont sans doute essayé la chose la plus stupide et la plus évidente à laquelle ils pouvaient en penser. Le mot de passe protégeant toute une entreprise criminelle? Mot de passe 123. C'est si monumentalement stupide que c'en est presque brillant, sauf que non. C'est juste très, très stupide. 15. Pendant 30 longues années, Vincent le Menton, gigante, a joué le jeu de la patience, tentant de convaincre le monde entier qu'il était cliniquement fou pour éviter les poursuites. Sa performance était légendaire, une masterclass de dévouement. Il errait dans les rues de New York en peignoir et pantoufles en lambeaux, mal rasés, marmonnant pour lui-même, ayant l'air d'être à deux doigts de se disputer avec une bouche d'incendie. Il était le Daniel Day-Lewis du crime organisé, un acteur de la méthode totalement dévoué à son rôle. Sa propre équipe devait tenir des réunions secrètes pendant qu'il était censé prendre une douche, juste pour maintenir l'illusion élaborée pour les micros du FBI. Mais finalement, les fédéraux en ont eu marre du spectacle de Broadway. Ils ont rassemblé suffisamment de preuves pour prouver qu'il était aussi sain d'esprit que n'importe qui, juste avec une meilleure garde-robe pour se prélasser. Il n'a pas eu d'Oscar pour sa performance, mais il a obtenu un rôle principal dans une cellule de prison fédérale pour le reste de sa vie. 16. Le code du silence de la mafia, l'omerta, est censé être leur règle la plus sacrée et la plus inviolable. Angelo Ruggiero, le sous-chef de John Gotti, l'a traité davantage comme une suggestion polie qu'il était libre d'ignorer. Le FBI a placé un micro sur le téléphone de sa maison, et ce qu'ils ont obtenu était une mine d'or de contenu au-delà de leurs rêves les plus fous. L'homme ne se taisait jamais. Il parlait de tout, complot de meurtre, escroquerie, ses querelles personnelles avec d'autres mafieux, probablement sa recette de pâtes préférée. Il était un Wikileaks à lui tout seul, pour la famille du crime Gambino. Les agents du FBI chargés d'écouter les enregistrements en savaient probablement plus sur lui que sa propre femme. Ils n'ont pas eu à mener une enquête complexe. Ils ont juste eu à s'asseoir, à appuyer sur « enregistrer » et à laisser la bouche d'Angelo faire tout le travail pour eux. Son bavardage incessant a été le plus grand cadeau qu'il aurait pu faire aux procureurs fédéraux. 17. On pourrait penser que la règle numéro 1 pour faire partie d'une organisation criminelle secrète est « ne pas écrire les règles criminelles secrètes ». Mais pour un grand chef italien, ce concept était apparemment trop avancé. Lorsque la police a perquisitionné la maison de Salvatore Lo Piccolo, un mafioso sicilien de haut rang, ils n'ont pas seulement trouvé des armes et de l'argent. Ils ont trouvé une liste dactylographiée et plastifiée intitulée « Les 10 commandements » pour être un bon affranchi. La liste comprenait des conseils utiles comme « ne pas regarder les femmes de tes amis » et « toujours être à l'heure au rendez-vous ». C'était moins un code sinistre qu'un manuel de ressources humaines d'entreprise pour les gangsters. On peut imaginer les flics le lisant à voix haute dans la salle des pièces à conviction, peinant à contenir leur rire. Il a littéralement créé une anti-sèche pour l'accusation. La 11e règle aurait dû être « ne pas créer d'anti-sèche ». 18. John Gotti, le tristement célèbre Don Bling Bling, aimait les médias, et les médias le lui rendaient bien. C'était une rockstar du monde de la mafia, toujours tiré à 4 épingles, toujours prêt avec une citation spirituelle pour les caméras. Son ego était si énorme qu'il aurait pu avoir son propre code postal. Malheureusement pour lui, le FBI aimait aussi sa dépendance aux médias. Pendant que Gotti se pavanait devant les journalistes et cultivait son image publique de Don intouchable en téflon, les fédéraux plaçaient discrètement des micros partout où il allait. Ses vantardises sans fin, ses proclamations bruyantes de pouvoir et son incapacité à se taire ont toutes été enregistrées. Il a pratiquement diffusé sa propre chute en direct. Son ego signait des chèques que toute son entreprise criminelle ne pouvait pas encaisser, et les fédéraux étaient plus qu'heureux d'être ceux qui les encaisseraient. 19. L'histoire d'Al Capone est un classique intemporel de la stupidité criminelle. Voici un homme qui a bâti un empire de plusieurs millions de dollars sur la contrebande, le jeu et la violence. Il était l'un des hommes les plus puissants et les plus craints d'Amérique, responsable d'innombrables crimes. Et qu'est-ce qu'il a finalement fait tomber? Quel a été le brillant travail de la police qui a mis fin à son règne de terreur?
Il n'a pas payé ses impôts. C'est le comble de la bêtise dans l'histoire de la mafia. Il a déjoué les gangs rivaux, acheté des politiciens et avait une armée d'avocats, mais il n'a pas réussi à comprendre comment remplir un formulaire 1040. C'est l'équivalent de réussir à voler Fort Knox et de se faire ensuite arrêter pour s'être garé en double file avec sa voiture de fuite. Il a créé un héritage de sang et de peur, pour finalement être abattu par une bande de comptables à visière verte. 20. On dit que chaque homme a sa faiblesse. Pour certains, c'est la cupidité. Pour d'autres, c'est le pouvoir. Pour Gennaro, Jerry Langella, un chef de haut rang de la famille Colombo, c'était les pâtisseries. Plus précisément, un certain type de pâtisserie italienne d'une boulangerie particulière de son quartier. Le FBI, sachant qu'ils avaient affaire à un homme au goût raffiné et sucré, n'a pas eu besoin d'orchestrer une opération d'infiltration complexe. Ils avaient juste besoin d'apprendre son horaire de collation. Ils savaient que son envie d'un cannoli ou d'une sfogliatella était si puissante, si irrésistible, qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Alors, ils l'ont simplement attendu à la boulangerie. Il a été arrêté avec du sucre en poudre encore sur le bout des doigts, victime de sa propre gourmandise. Il est difficile d'avoir l'air intimidant menotté quand on vient de se faire prendre en pleine dégustation de pâtisserie. 21. Le casse de la Lufthansa en 1978 a été l'un des plus grands vols d'argent liquide de l'histoire américaine. C'était un chef-d'œuvre de planification et d'exécution. Les suites, cependant, ont été une masterclass en gestion désastreuse des ressources humaines. Le cerveau de l'opération, Jimmy le gentilhomme, Burke, a décidé que la meilleure façon d'assurer le silence de son équipe était de les faire taire de façon permanente. Il a commencé à assassiner systématiquement presque toutes les personnes impliquées dans le casse pour éliminer les témoins gênants. Cela, comme vous pouvez l'imaginer, a attiré une énorme quantité d'attention non désirée de la part des forces de l'ordre. C'est un peu comme organiser une fête surprise et ensuite mettre le feu à la maison pour s'assurer que personne n'en parle. Sa folie meurtrière alimentée par la paranoïa a transformé un crime brillant en un bain de sang qui criait « Hé le FBI, regardez par ici !» 22. Nicky Scarfo, le chef de la famille du crime de Philadelphie, n'était pas un homme connu pour son style de direction calme et rationnel. Il était un concentré ambulant de paranoïa et de rage. Sa philosophie de gestion était simple. Si vous soupçonnez même quelqu'un d'être déloyal, vous le tuez. S'il vous regarde de travers, vous le tuez. S'il vous apporte le mauvais type de café, vous le tuez probablement. Cette stratégie a eu un effet secondaire prévisible, mais apparemment imprévu. Ses propres hommes sont devenus si terrifiés par son comportement erratique qu'ils ont commencé à faire la queue pour devenir des informateurs du gouvernement. Le choix était simple, faire face à une mort quasi certaine pour une erreur mineure, ou obtenir une nouvelle identité et une vie agréable et tranquille en Arizona. Scarfo n'a pas seulement démantelé sa propre famille, il l'a personnellement emballé comme un cadeau pour l'accusation. 23. La 'Ndrangheta, l'une des mafias les plus puissantes d'Italie, est connue pour sa portée mondiale et ses tactiques impitoyables. Ils sont aussi apparemment des aspirants escrocs alimentaires. Un clan a décidé de se diversifier dans le monde lucratif de l'huile d'olive haut de gamme. Leur plan brillant consistait à acheter de l'huile de tournesol bon marché et de basse qualité de Turquie, à l'expédier en Italie, à y ajouter de la chlorophylle pour la couleur, puis à la vendre comme de l'huile d'olive extra vierge de première qualité à des clients peu méfiants en Amérique. L'escroquerie a duré des années, leur rapportant des millions. Et qu'est-ce qui a tout fait s'effondrer? Pas un détective brillant, mais un critique gastronomique. Un blogueur culinaire américain au palais averti a goûté leur huile premium et a en gros dit « ça a un goût d'ordure ». Cette seule mauvaise critique a déclenché une enquête qui a démantelé toute l'opération internationale. Ils ont été démasqués par un fin gourmet. 24. Tommy Karaté. Pitera n'était pas votre tueur à gages mafieux moyen. C'était un artiste dans son domaine, un connaisseur du meurtre. Il était aussi, malheureusement pour lui, un archiviste méticuleux. Pitera était obsédé par la documentation de son travail. Et il tenait des manuels et des journaux détaillés décrivant ses techniques de meurtre, ses méthodes d'élimination des corps et les outils de son métier.
lorsque les fédéraux ont finalement perquisitionné sa maison, ils ont trouvé un trésor d'auto-incrimination. C'est comme s'il avait écrit sa propre stratégie d'accusation pour eux. Il avait des guides pratiques pour le meurtre, avec des notes et des réflexions personnelles. Il n'était pas seulement un tueur. C'était un tueur qui voulait s'assurer d'obtenir tout le crédit pour son travail. Son obsession pour son propre art sombre a fait de lui le témoin vedette de son propre procès. 25. À l'ère numérique d'aujourd'hui, même les fugitifs de la mafia veulent devenir des créateurs de contenu. Mark Ferren. Claude Biard, un membre de la Ndrangheta en fuite depuis des années, a décidé de lancer une chaîne de cuisine sur YouTube. Il a été assez malin pour toujours cacher son visage, s'assurant de rester anonyme tout en montrant ses recettes italiennes magistrales. Mais il a commis une erreur critique et très spécifique. Alors qu'il préparait passionnément un plat de pâtes, il a exposé ses bras à la caméra, révélant ses tatouages distinctifs. Il aurait tout aussi bien pu brandir son permis de conduire. La police, qui était probablement abonnée à sa chaîne pour les recettes, a immédiatement reconnu l'encre unique. Il a été appréhendé non pas à cause d'un lapsus, mais à cause d'une manche relevée. Sa passion pour les pâtes a directement conduit à sa capture, prouvant une fois de plus que les glucides peuvent être mortels. 26. Carmine, le serpent. Persico, le chef de longue date de la famille du crime Colombo, était un homme d'une immense confiance en lui. Il se croyait plus intelligent que les flics, plus intelligent que les fédéraux, et certainement plus intelligent que n'importe quel avocat. Ainsi, lorsqu'il a été confronté à un procès massif pour racket qui pouvait l'envoyer en prison à vie, il a pris une décision audacieuse. Il se représenterait lui-même. Agissant en tant que son propre avocat, le serpent a pu contre-interroger les témoins et prononcer des discours passionnés devant le jury. Le seul problème, c'est qu'il était un avocat exécrable. Sa stratégie juridique était un désastre aux proportions épiques. Le jury n'a pas été impressionné par ses pitreries au tribunal, et il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, ce qui lui a valu une peine de 139 ans de prison. Il s'est piégé lui-même, et ce faisant, s'est assuré une résidence permanente dans un pénitencier fédéral. 27. Anthony Gaspipe. Casso était un sous-chef crin de la famille Lucchese, connu pour son tempérament violent. Il s'est également avéré être étonnamment mauvais dans son travail. Au cours de sa carrière, il aurait tenté de mener à bien 11 contrats mafieux différents. Le résultat, 11 échecs. Il n'a pas réussi à tuer une seule cible qui lui était assignée. L'incompétence de cet homme était légendaire. Il était moins un assassin mortel qu'un argument ambulant pour le contrôle des armes à feu. À un certain point, on doit se demander si ces cibles ont survécu par pure chance, ou si Gaspipe était tout simplement catastrophiquement inapte. Son surnom aurait dû être le raté. Il était la preuve vivante qu'être un mafieux de haut rang ne signifie pas nécessairement que vous êtes réellement bon dans les activités de mafieux. 28. La vie imite l'art, et parfois, la vie se plaint de l'art sur une écoute du FBI. La famille de Cavalcante, l'équipe de New Jersey largement considérée comme l'inspiration réelle de la série Les Sopranos, était apparemment de grands fans de l'émission. Ils étaient aussi des spectateurs très critiques. Le FBI avait mis leur club social sur écoute, et ils ont capturé des heures d'enregistrement de ces vrais mafieux se plaignant des inexactitudes de la série. Ils se disputaient sur les portraits des personnages, les points de l'intrigue et sur le fait de savoir si un vrai affranchi irait un jour en thérapie. Pendant qu'ils étaient occupés à jouer les critiques de télévision et à disséquer la vie de Tony Soprano, ils avouaient simultanément leurs propres crimes réels. Ils étaient tellement absorbés par la version fictive de leur vie qu'ils ont complètement oublié que leur propre vie était enregistrée pour un public beaucoup moins indulgent. 29. Frank Funzi. Thierry, un chef de la famille génovaise, a tenté un coup classique pour éviter la pression des fédéraux. Il a fait semblant d'être un vieil homme malade et décrépit. Il a prétendu être à la retraite, frêle et souffrant de toutes sortes de maux, arguant essentiellement qu'il était trop faible pour la prison. Il se présentait aux audiences du tribunal en ayant l'air d'être sur son lit de mort, à peine capable de marcher. C'était une performance décente, mais le FBI avait des images de surveillance qui racontaient une autre histoire. Leurs caméras ont filmé le frêle vieil homme montant et descendant les escaliers,
aboyant des ordres et dirigeant activement son empire criminel comme un homme de la moitié de son âge. Sa comédie a été démasquée comme une imposture complète. Il n'était pas un retraité fragile. Il était juste un acteur paresseux qui ne pouvait même pas s'engager dans son rôle quand il pensait que personne ne regardait. 30. Carlo Gambino était l'un des chefs mafieux les plus puissants et influents de l'histoire américaine, à la tête de la tentaculaire famille du crime Gambino. Son image publique, cependant, était celle d'un homme humble et simple. Il se promenait souvent dans son jardin, habillé comme un simple paysan, cultivant l'image d'un vieil immigrant italien inoffensif. Cet acte de « humble jardinier » était son meilleur déguisement. Le seul problème était que ce simple jardinier, qui menait supposément une vie modeste, était régulièrement vu sautant dans une Cadillac flambant neuve et haut de gamme pour se rendre à ses rendez-vous de jardinage. Le contraste était si ridicule qu'il en était presque insultant. C'était l'équivalent mafieux d'un milliardaire se faisant passer pour un sans-abri, mais portant toujours une Rolex. L'acte d'humilité n'a pas trompé le FBI une seconde. 31. Le transport de marchandises illégales comme des armes et des drogues est une affaire risquée. Alors la Camorra a élaboré ce qu'elle pensait être un plan de génie. Pour déplacer leur contrebande sans suspicion, ils organisaient des cortèges funéraires élaborés et factices. Ils chargeaient un cercueil d'armes au lieu d'un corps, engageaient de faux endeuillés pour pleurer sur commande et traversaient lentement la ville, à l'abri des contrôles de police. C'était une idée brillante, au début. Mais leurs mesures de réduction des coûts sont devenues leur perte. Pour économiser de l'argent, ils ont commencé à recycler le même « mort » pour plusieurs funérailles, parfois 3 ou 4 fois par semaine. La police locale a fini par remarquer que la même famille en deuil et le même défunt avaient né des funérailles tous les 2 jours. Le stratagème était si absurdement répétitif qu'il criait pratiquement à l'attention. 32. Quand vous êtes un membre recherché de la Camorra, avec un casier judiciaire rempli de crimes graves et violents, on pourrait penser que votre priorité absolue serait de rester discret. Vous éviteriez tout contact avec la loi. Mais un fugitif, Frank Thierry, a apparemment oublié cette règle de base. Alors qu'il était en fuite pour des infractions majeures, il a été pris la main dans le sac dans un supermarché. Son crime? Il essayait de voler 2 grosses meules de parmesan. Ce n'était pas un acte désespéré de faim, c'était un moment de stupidité pure et inexplicable. Il a risqué sa liberté toute sa vie de cavale pour un peu de fromage. Les policiers qui l'ont arrêté ont dû être stupéfaits. Ils cherchaient un mafioso dangereux et ont trouvé à la place un petit voleur de produits laitiers. C'était la fin la plus anticlimatique d'une chasse à l'homme dans l'histoire italienne. 33. Empoisonner un rival est un coup classique de la mafia, une méthode intemporelle pour s'occuper de ses ennemis. Cela exige de la précision, de la discrétion et, surtout, de s'assurer que l'on empoisonne la bonne personne. La famille du crime Lucchese, dans l'un de ses moments les moins brillants, a échoué de manière spectaculaire sur ce dernier point. Lors d'une réunion tendue avec une équipe rivale, ils avaient prévu d'empoisonner l'assiette du chef ennemi. Le plan était sans faille, le poison était puissant, tout était prêt. Mais dans un moment d'incompétence pure et simple, une confusion s'est produite. L'assiette empoisonnée n'est pas allée au chef rival. Au lieu de cela, elle a été servie à l'un de leurs propres membres de haut rang. Ils ont réussi à exécuter un coup parfait, sur eux-mêmes. On peut imaginer la panique et les accusations chuchotées à table alors que leur propre homme commençait à s'étouffer avec ses spaghettis. Ce n'était pas seulement un contrat raté, c'était une blessure auto-infligée d'une stupidité si épique qu'elle mérite une place au panthéon des idiots. Des génies du crime? Beau mythe. Il s'avère que la plupart des mafieux n'étaient que des types imprudents, avec des armes et aucune pensée critique. Alors, qu'est-ce qui alimentait vraiment la mafia? La stratégie ou le chaos pur et simple? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si l'histoire plus bête que la fiction est votre truc, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, il y en a beaucoup d'autres à venir.